Évasion littéraire avec Olivia Hervy. Bonjour Olivia. Bonjour. Olivia, vous êtes camerounaise. Alors sur la carte géographique, de quelle région êtes-vous du Cameroun? Alors moi je suis de l'ouest, précisément de Banjoun. Hein. C'est un village dans la province de l'ouest du Cameroun. Styliste, modéliste, avec une ligne de parfum Olivia Hervy, deuxième livre, deuxième roman, L'amant sans cœur, édition Scripta. Tout d'abord, Olivia, quand je vous lis, j'ai l'impression que c'est vous. Enfin, je ne sais pas, à chaque fois que je vous lis, je me suis dit, mais c'est la narratrice qui se raconte en elle-même une partie de sa vie, ne serait-ce même que abîmée, et la vie de Jessie. Alors, qui est Jessie? Dans notre société, qui est-elle finalement? Alors, première question, c'est vous? Non, non, absolument ou pas. Jessie? Non, c'est Jessie, voilà. Absolument, c'est Jessie, c'est pas moi du tout. Quoique j'aurais beaucoup de choses à dire, c'est vrai, mais là pour le coup, non, ma vie n'est pas si, elle est pas si excitante, donc je pense pas, voilà, que je pense pas, j'ai pas grand-chose à dire en ce qui me concerne personnellement, quoi. Voilà. Parlons de la mère de Jessie. C'est une femme qui a connu les florilèges de la vie parisienne, les paillettes, le maquillage. Ouais. Bon, ce qui explique aussi pourquoi Jessie a une vie aussi mouvementée après dans sa vie d'adulte. Bah oui, parce que la mère de Jessie fait partie de cette bourgeoisie parisienne, pas aristocrate, mais vraiment ce qu'on appelle, voilà, la bourgeoise type en fait. Voilà, elle n'a pas envie de s'encombrer d'un enfant et elle décide d'aller accoucher dans un hôpital de campagne et de faire élever cet enfant par des nounous, quoi. Voilà. Plusieurs nounous, dont notamment une nounou qui s'appelle Marceline. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Marceline? Ben, Marceline, hein, c'est la nounou Tati Daniel. Et qu'on doit appeler maman. Qu'on doit appeler maman, et si on l'appelle Tati, ben on s'en mange une. Voilà. Parce que... Qu'est-ce qu'elle lui a rapporté dans sa vie? En fait, toutes ces nounous l'ont marquée, mais il y en a une en particulier. La Marceline a été la pire nounou parce que, voilà, elle a été très très dure avec Jessie. Elle a été, comment dire, pas très sympathique, hein, limite enfin méchante, voilà, la nounou méchante qui ne laisse pas de répit à la petite. Voilà, elle a grandi en se disant que les enfants qui vivaient dans des familles unies, c'était ces enfants-là qui avaient un problème. Voilà, ces enfants-là qui avaient un problème et que elle, le fait de changer souvent d'école, de changer de camarade, c'était peut-être une chance, mais hélas non, parce qu'elle a été très très torturée après ça. Olivier, on va rentrer maintenant dans le livre. Ça se passe dans une rencontre, je dirais, au hasard, hasardieuse, comme on dit souvent. Métro Charles de Gaulle Étoile, cet inconnu, alors on ne sait pas si c'est un coup de cœur, deux regards qui se croisent. Et puis ce rendez-vous aussi qui a lieu. Vous aimez, dans votre écriture, mettre l'impossible qui donne une sensation forte de passion, mais à la fois ce côté destructif. Ouais. C'est vrai que je dois être torturée quelque part. Je n'ai rien dit. Voilà. Non, mais c'est vrai que je pense que je suis torturée quelque part parce que dans mon écriture, on retrouve toujours l'impossible, cette espèce de souffrance. Hein. Et effectivement, l'inconnu du métro Charles de Gaulle Étoile, hein, au départ, oui, c'est un coup de cœur, mais voilà, un ami qui devient l'amant. Voilà, qui devient l'amant, mais quand je parle de l'amant sans cœur, cet amant a bien un cœur, mais pas comme la plupart des hommes sur Terre, quoi. Il s'appelle Jean-Marc. Ouais, il s'appelle Jean-Marc. Il est macho, possessif, violent, puisqu'il bat, il a plusieurs femmes dans sa vie. Est-ce qu'il ne serait pas misogyne? Je dirais ou oui. Mégalomane. Voilà, je cherchais le mot. Tout à fait, il est mégalo. Misogyne, ouais, je dirais oui quand même, parce que j'ai envie de dire non, parce qu'il aime les femmes. Non, il n'aime pas les femmes, il possède les femmes. Il a envie,
pour lui, une femme, c'est un objet qu'on peut acquérir comme ça et jeter après ou appeler le service après-vente. Hein. Sauf que là, pour le coup, il les prend, il jette, voilà quoi. Et comment elle, Jessie, elle arrive à aimer un homme qui est marié, on rappelle qu'il est marié. Ouais. Quel est le nom de cette mystérieuse femme, justement, de Jean-Marc? Ah non, Parce qu'elle reste mystérieuse tout au long du roman. Elle reste mystérieuse tout au long du roman. Je donnerai pas son nom parce que dans le roman, elle a pas de nom. Ouais. Dans le roman, elle apparaît brièvement lors d'un échange texto avec Jessie au sujet de son mari. Enfin, voilà. Mais comment Jessie, elle accepte justement d'être torturée, de perdre ses amis, de ne plus aller en vacances, de vivre cloîtrée, je dis cloisonnée rien qu'avec lui, de porter que ses vêtements, d'être identique à son image, à ce qu'il veut qu'elle soit. Et franchement, mais elle aussi, elle est un peu maso. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette femme. Jessie, elle est un petit peu comme beaucoup de femmes. L'amour aveugle, amoureuse. Et aveugle. Aveugle, voilà. Amoureuse, très amoureuse, dont elle veut tout faire pour le garder, quitte à exercer un petit peu, je veux pas dire son vœu à lui, en fait, elle marche à la baguette, elle réalise qu'elle n'a pas spécialement envie de cette vie-là, elle est persuadée qu'elle peut rencontrer quelqu'un d'autre, qu'elle peut vivre quelque chose de fort. En même temps, elle a du mal à rencontrer quelqu'un, elle essaie de faire des rencontres, mais elle est obsédée par Jean-Marc, elle pense à Jean-Marc nuit et jour, et elle est persuadée que il y a moyen, il y a une possibilité de revivre une histoire, mais une vraie, sauf que ça n'arrive jamais. Je dirais même de l'obsession, de l'imagerie dans la mémoire. Le passage le plus douloureux dans le livre « L'amant sans cœur », c'est lorsqu'elle elle découvre qu'elle est enceinte. Oui, de quelques semaines. Ouais. De quelques semaines, elle l'appelle, elle lui annonce à Jean-Marc, il devient limite brutal avec des mots sordides. Ah non, mais il lui dit mais qu'est-ce que c'est, salope, tous les noms, conne. Il faut dire vraiment la cruauté des mots que vous employez dans votre livre, dans cette écriture. Et la phase finale, c'est qu'elle reçoit aussi le coup de fil de sa copine, puisqu'elle est remplacée très rapidement. Il n'a pas le temps, puisqu'il en a... il n'a pas eu 30 secondes pour la remplacer. Donc, du coup, opération IVG. Donc, une deuxième perte dans sa vie, elle perd la partie d'elle-même. Ouais. C'est un passage le plus douloureux dans ce livre. J'ai trouvé moi-même. J'ai eu beaucoup d'émotions. Oui, tout à fait, parce qu'elle ne s'était pas réveillée un samedi matin avec un projet d'avortement. Elle a eu envie de garder ce bébé. C'était pour elle la seule chose qui lui restait de cet homme qu'elle aime, qu'elle a aimé et qu'elle l'aime encore. Hein. Mais après ce coup de fil d'une telle violence humiliante, elle décide, je mets fin à cette grossesse. Et ça a été très très douloureux parce que ça a été un parcours assez difficile. Elle a eu du mal à s'y faire. Hein, et elle est tombée dans une dépression, dans l'alcoolisme. Elle a bu énormément, elle a beaucoup fumé, elle est restée enfermée chez elle. Elle a traversé une période hyper difficile avant d'accepter de rentrer dans un centre pour justement décrocher. Elle décroche, elle voit son psychiatre pendant quelques années. Ouais. Ça a duré combien de temps cette consultation au niveau de la psychiatrie ? Ça a duré à peu près 9 mois. 9 mois, donc il y a une relation fusionnelle qu'elle-même décide de divorcer avec son psy. Parce qu'elle n'avait plus rien à lui raconter. Elle avait fait le tour de la question avec son psy. Donc elle avait fait le tour ou il fallait encore quelques séances de thérapie? Non, elle pensait vraiment avoir fait le tour. Elle pensait vraiment avoir fait le tour avec son psy, donc elle décide de divorcer de son psy et de se dire je prends ma vie en main et puis j'avance quoi. J'avance et puis ça fait un moment que j'ai pas bu une goutte d'alcool, j'ai pas cédé à l'appel d'un verre. Hein. Donc, je pense que je vais mieux. Aujourd'hui, je peux vivre sans lui, je peux vivre sans Jean-Marc, je peux vivre sans mon psy, donc je vais mieux. Et c'est vrai, donc, mais de temps en temps, elle rêve. Parlons un petit peu de sa famille. Elle a un frère qui n'est pas dans des conditions un petit peu en souffrance. Quoi. Il est drogué, il se fait piquer. Oui, elle a un frère toxique. Une sœur, une belle-mère, mais elle est vraiment entourée de ce qu'il ne faut pas. Quoi, non, mais en fait, je pense qu'elle Jessie, elle n'a pas vraiment
Elle n'a pas de vie en fait, enfin elle n'a pas de vie ici, elle a une vie mais assez torturée, un frère qui est toxico, une maman dont elle voit très rarement ou jamais pratiquement. Elle rentre dans l'adolescence et puis elle rencontre Jean-Marc et elle pense que ça y est, elle va pouvoir vivre quelque chose de doux cette fois-ci. Et ben non. Une autre vie. Et non. Pas du tout. Donc du coup, elle a plus de nouvelles. Pas de nouvelles du tout. Non, après, c'est terminé. Non, elle a plus de nouvelles. Et un jour, le bonheur arrive. Il est allemand. Oui, il est allemand. C'est ça. Joachim. Ouais. Cette rencontre, cette nouvelle relation qui va lui donner enfin le goût de la vie, le goût de l'amour avec un grand A. Tout à fait. Ça se passe comment cette rencontre? Ça se passe à un dîner chez des amis. Et il est assis à côté, la quarantaine, plutôt beau gosse, voilà. Elle a repris confiance en elle, mais elle n'est pas encore... certes, elle est sortie de cette histoire avec Jean-Marc. Raphaël l'a beaucoup aidée parce que les deux sont des égarés de la vie. Oui. Voilà, lui... prostituée homosexuelle qui est en train de se sortir de là, elle dépendante affective de ce mec violent dans les paroles, elle rencontre enfin quelqu'un qui est aimant, qui est attentionné et qui n'a pas 10 000 conquêtes entre les jambes. Et surtout qui est gentleman et qui va lui montrer ce qu'il y a de beau dans Paris, les galeries d'art, les Parce endroits. qu'elle a un métier aussi, elle est artiste. Oui, elle est artiste, voilà. Qu'elle fait ? Elle chante dans des cabarets, voilà, elle passe de cabaret en cabaret, elle se fait un peu exploiter parce que entre l'alcool... Donc elle a un peu la vie de sa mère, mais oui, pas la même chose. Voilà, pas la même chose. Le monde de la nuit. Voilà, tout à fait. Donc ce Raphaël, là, il est de quelle origine? Parlons un petit peu de ce personnage un peu atypique dans le roman. Alors, Raphaël, il est français blanc. Un peu de couleur. Oui, Jessie, attention, Jessie, elle est blanche. Attention. C'est pour ça que j'ai parlé de couleur. J'allais en venir justement à cette question, parce que nous, lecteurs, lectrices, on essaye de savoir de quelle origine elle est, d'où elle vient, de quel pays. Donc, ça aussi un mystère dans votre livre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde peut se reconnaître, toutes les femmes qui le lisent. Toutes les femmes peuvent se reconnaître. Effectivement, si on creuse un peu, on se rend compte qu'une maman bourgeoise parisienne qui va accoucher dans une campagne française, qui revient tranquillement se poser à Paris... Oui. C'est pas péjoratif, mais voilà. Donc, et puis cette maison de campagne, je veux dire, il y a des côtes dedans, le soleil qui lui brûle l'iris, sur sa peau ivoire, c'est marqué à un moment donné. Donc on s'est dit, voilà, on peut pas être black à la peau ivoire. Tout à fait. Alors, quel est ce personnage atypique? Donc, Raphaël, elle le rencontre comment, par exemple, dans ces cabarets en soir? Oui, Raphaël, elle fait la connaissance de Raphaël dans ce quartier très gai de Paris. On est où, à Sainte-Anne? On est dans le Marais. Je sais pas. Pour moi, c'est Sainte-Anne, donc c'est le Marais de Paris. Le quartier gay de Paris, c'est pas à Sainte-Anne. C'est Sainte-Anne. Oui, bon, bref. Donc, on est dans le Marais dans le roman. Alors... Je savais pas que la question allait faire rire comme ça. Mais bon, donc on est dans le Marais. On est dans le Marais, on rencontre Raphaël. Bon, c'est la question du jour. Elle est excellente. Bien, alors. Elle rencontre Raphaël. Et elle fait la connaissance de Raphaël. Les deux deviennent très rapidement amis. Ils se rendent compte qu'ils ont quelque chose en commun, une part de souffrance. Chacune a une souffrance en elle et lui se dit voilà, elle c'est mon amie qui m'accepte pour ce que je suis, qui m'aime comme je suis et qui ne me juge pas. Et Jessie, elle a juste envie de savoir comment il en est arrivé là. Petit à petit, quand même, lui pose la question comment il est arrivé dans cette vie pas très catholique, quoi. Tout à fait. Et il lui dit, il lui explique un petit peu comment ça s'est passé. Il était en province. À l'époque, il était hétéro. Il pensait être hétéro parce qu'il vivait avec une femme. Et un jour, convention de boulot, il rencontre ce notable, voilà, très bon chic, bon genre, et les deux finissent ensemble, voilà, ils se rendent compte qu'il est gay. Sauf que le notable monnaie les services de Raphaël
parce qu'il est beaucoup plus âgé, donc lui donne de l'argent, beaucoup d'argent, ben, il tombe dans dans la prostitution, voilà. Et puis il décide ce jour-là qu'il allait tout arrêter et que c'est parfait. Voilà, donc ce sont des tranches de vie pour chacun d'eux respectivement, ouais. qu'ils se racontent. Mais finalement, lorsque je lis ce livre, avant de parler de ça, elle se marie. Ça y est? Oui. Ça y est, c'est fait. Oui. Elle est contente, on est dans les préparations. Alors on sent l'évolution, effectivement. Comme lui dit la psychiatre, j'ai vu une femme complètement délabrée, perdue. Et d'un seul coup, je trouve quelqu'un complètement euphorique, hystérique, euphorique et tout. Donc, et elle se marie. Oui, tout à fait. Elle se marie enfin avec un homme, un vrai. Ouais, tel qu'elle le souhaite. Tel qu'elle le souhaite, ouais. Elle doit se battre aussi un peu avec la belle famille, mais bon, ça, elle en fait qu'une bouchée. Parfait. Donc, pour terminer, c'est une vérité que vous dites, Olivia, vous aimez écrire justement sur tout ce qui se passe dans cette société actuelle, ouais. parce que beaucoup de couples et de femmes, vice-versa, hommes et femmes, vivent en couple, et souvent, si c'est la femme qui a quelqu'un à côté, etc. Donc, des vérités que vous dites dans votre livre. Merci Olivier Hervy d'être venue sur le plateau d'Évasion littéraire. Je rappelle votre livre L'amant sans cœur, édition Crypta. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine avec un autre auteur. À très bientôt.